Noël Flantier, j'adore. Tottenham a eu un mois de plus de préparation que le PSG. Les joueurs ont reçu un programme personnalisé à suivre pendant leurs vacances qui reprend le 7 août. Cet écart physique va-t-il se voir lors de la Super Coupe d'Europe? C'est un risque. Je suis pas certain que ce match soit l'objectif majeur du PSG cette saison. Ils reprendront avec 3 semaines de coupure et une grosse semaine d'entraînement. On verra. Moi, comme j'imagine ça, j'imagine que Luis Enrique mettra l'équipe type contre Tottenham et qui fera largement tourner 4 jours plus tard à Nantes pour le début du championnat. Mais je peux me tromper, il y a toujours plein de surprises, Luis. Alex Penon, avec 21 pénaltys transformés sur les 43 tentatives lors des matchs à élimination directe, soit moins de 50%, et des difficultés folles à marquer plus que les Bleus, ce déficit offensif ne serait-il pas un mal plus général dont souffre le foot féminin? Question de déficit athlétique. C'est vrai que pendant la séance des tirs au but de la finale hier, je me suis pris à dire que finalement, une frappe de 11 mètres pour une femme, c'est quand même autre chose qu'une frappe de 11 mètres pour un homme. Il y a aussi une question de nerfs. C'est vrai que ce chiffre, 21 pénaltys transformés sur 43, c'est incroyable. C'est vraiment extrêmement étonnant. Moi aussi, ce qui m'a frappé, c'est l'indigence offensive des matchs qu'on a vus. On a vu des matchs où, effectivement, ça défendait très correctement, où il y avait des milieux qui avaient un abattage tout à fait intéressant. Mais c'est vrai que devant, c'est très poussif. Il n'y a pas de talent, il n'y a pas d'inventivité, il n'y a pas d'explosivité surtout. Et alors c'est peut-être un trou de génération, mais c'est vrai qu'il y a eu très peu de très grandes attaquantes dans l'histoire du foot féminin, et que les plus grandes joueuses sont plutôt des milieux offensifs. King Lawyer, pourquoi ne pas créer une deuxième chaîne sur le tennis, à ton rythme évidemment, et sans savoir à commenter tous les tournois? Parce que je pense que ça intéresse pas assez de monde, tout simplement, et que je préfère répondre aux 3-4 questions de tennis que j'ai dans Face à Pierrot, même si je regarde énormément le tennis, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, Alex Penon, ayant vu sur X une liste des légendes du PSG pré-QSI, que penses-tu du joueur qu'a été Pedro Miguel Paoletta et de son histoire avec le PSG? L'as-tu côtoyé en tant qu'homme et joueur? C'est le joueur qui m'a fait vibrer avant QSI. J'aurais aimé le voir mieux entouré. Quel buteur! Alors je vais sortir le truc qui va certainement faire bondir les supporters du PSG. Je considère que Pedro Miguel Paoletta était un grand buteur de petits matchs, et que au niveau de la Ligue des Champions et même avec l'équipe nationale du Portugal, quand les matchs devenaient très durs et qu'il y avait un adversaire de haut niveau, il n'y avait plus grand monde. Après, il est évident que ce soit à Bordeaux. Moi, j'étais à son premier match à Bordeaux, avec Bordeaux à Nantes, où il avait fait un triplé d'ailleurs. C'est un mec qui avait une efficacité devant le but assez effarante. C'était un formidable buteur pour la Ligue 1. Je pense que pour aller à un niveau au-dessus, c'était peut-être un peu juste. Après, c'est un mec absolument délicieux. Brax, trouves-tu qu'Emega en capitaine est un bon choix? Qui verrais-tu en capitaine et ou en second? Oui, je trouve que c'est un bon choix parce que c'est un vrai leader du groupe, c'est un ambianceur, c'est quelqu'un dont la motivation est toujours maximale. Donc ça, c'est des vraies qualités de capitaine. Et puis derrière lui, je verrai Doucouré s'il reste au club ou Guéladoué. Arkman 07. Les 3 dernières jeunes pépites sorties de la Masia, Fati, Gavi et Pedri, ont commencé très tôt au Barça, mais en jouant trop, ils se sont blessés pendant de très longues périodes, et d'ailleurs certains n'ont jamais retrouvé leur niveau avant blessure. Peut-on être inquiet pour Yamal? Mais c'est dur le foot pro, c'est cruel. Quand t'es au top, tu joues. C'est que tu aies 16 ans ou 36. Si t'es au top et que t'es indispensable, on joue, et on fait pas beaucoup attention à
à toi et à ton intégrité physique. Il est bien évident que Yamal, s'il venait, ce que je ne souhaite évidemment pas, à être gravement blessé, à ne jamais retrouver son niveau dans un an, il n'en demeure pas moins qu'il aura déjà été champion d'Europe en étant décisif, qu'il aura peut-être le ballon d'or cette année. Donc voilà, les joueurs, ils sont là pour être utilisés au moment où ils sont jugés être le plus à même d'aider l'équipe, peu importe qu'ils aient 16, 17 ans ou encore une fois 38. Alex Penon. Parmi tous les messages désagréables, injurieux, les attaques ou accusations que tu reçois sur les réseaux, lesquelles te touchent le plus et te font démarrer le plus rapidement? Idem, sur quel sujet es-tu le plus sensible, excepté Strasbourg et Mbappé? Je n'ai pas le sentiment d'être spécialement sensible sur Strasbourg. Je me suis juste emporté sur la crétinerie absolue de la grève des ultras qui a duré toute la saison et dont on ne sait même pas si elle continuera pas la saison prochaine. C'est vrai, hein, ils ont tellement à se plaindre de Blocco qui dépensent tellement peu d'argent pour leur club. Mbappé, c'est encore un autre problème. Hein. Mbappé, je vais pas être plus royaliste que le roi, je vais prendre la dernière semaine. 3 polémiques. Il a exigé le numéro 10, il a filé 180 000 balles à des flics, et il a exigé d'être porte-drapeau, le dernier porte-drapeau des JO. Pour le même mec, en l'espace de même pas une semaine. Si on n'a pas compris encore que c'était le bouton putaclic préféré de tous, voilà quoi. Sinon, au niveau des attaques, ce qui me fait démarrer plus rapidement, je mets de côté l'affaire Portolano, hein, tous les mecs qui me traitent de violeur et d'agresseur sexuel en permanence. Honnêtement, franchement, aujourd'hui, ça glisse sur moi. Moi, non, ce qui m'a surtout fait mal, c'est les gens qui avaient dit que j'avais bénéficié d'un traitement VIP pour ma greffe. Alors que j'ai été greffé, il me restait 3 jours à vivre. Donc j'imagine que si j'avais pu être greffé avant en tant que VIP, on serait pas privé. Et très franchement, ça je l'ai déjà dit et je le répète, si j'avais été greffé 2 mois plus tôt, je m'en serais remis beaucoup mieux, notamment au niveau de mes jambes, puisque je marchais plus depuis 5 mois. Henri, quand Domenech était sélectionneur, j'imagine que tu n'étais pas tendre avec lui, mais comme tu étais super pote avec Estelle Denis, est-ce que tu t'imposais des limites sur tes critiques? Vous savez faire la part des choses pour elle comme pour toi? Quand en juillet 2005, Jérôme Bureau, directeur de la rédaction d'M6, me propose de faire 100% foot, il me dit que c'est Estelle Denis qui va présenter l'émission. Et je dis tout de suite, effectivement, mais attends, c'est la compagne de Domenech, et Domenech, moi je l'ai assaisonné dans tous les sens à l'équipe. Donc j'ai dit, il faut que je parle à Estelle d'abord, quoi. Et Estelle m'a tout de suite rassuré en me disant que il y avait aucun problème, que au contraire, elle voulait des mecs qui rentrent dedans. Je l'ai jamais prise à défaut à ce niveau-là. Effectivement, on rappelle de l'Euro 2008. Je sais plus, 2008, là, celui où on fait le 0-0 tout pourri contre la Roumanie, et là, effectivement, j'avais sorti la sulfateuse. Et au contraire, Estelle, elle voulait que je taille. Et, pour l'énerver avant l'émission, je lui disais parfois, non, je suis fatigué, je veux pas tailler aujourd'hui. Elle disait, ah, Pierre, je te préviens, parce qu'elle a un caractère quand même, la petite. Brax, j'ai trouvé un changement tactique de Strasbourg sur les 2 matchs amicaux, moins de jeux en triangle et passes courtes, ou est-ce une mauvaise impression? Tu peux pas juger, notamment le match à Galatasaray, qui est un match très dur, hein, face à une équipe de Ligue des Champions. Tu peux pas juger une équipe qui a joué sans son gardien titulaire, qui n'était pas encore arrivé au club, sans Doué, sans Barco, sans le Maréchal, sans Nanassi, sans Emega. C'est beaucoup quand même, hein. Ça fait 6 joueurs sur 11, c'est beaucoup. Donc effectivement, tu t'adaptes aux joueurs que tu as à ta disposition, et je pense qu'il n'y a aucune conclusion à tirer sur ces matchs-là par rapport à la suite. D'autant plus que pour ce que je sais, ça travaille très très dur. Et en plus, l'arrivée de Panicelli devant va peut-être permettre à Strasbourg de jouer parfois avec 2 attaquants. Donc il va y avoir des changements tactiques, c'est possible. King Lawyer. Quelle sera l'attitude à la reprise des ultras strasbourgeois? Vont-ils continuer à renier Blocco qui leur amène le maintien et même maintenant la Ligue Europa?
c'est effectivement un sujet pénible. Mais bon, pour ce que je sais, parce que je parle quand même avec beaucoup de Strasbourgeois, ces ultras là sont totalement isolés désormais et n'ont plus beaucoup de soutien. Et j'imagine que s'ils devaient vouloir perdurer dans leur grève absolument hallucinante, le public finira vraiment par se retourner contre eux, et ce serait que truc logique, puisque Strasbourg, quand même, pour l'instant, le Bluco a quand même investi 80 millions dans l'équipe. Donc, qu'est-ce que tu veux leur reprocher de plus, quoi? Il y a des moments où je suis un peu à court d'arguments face à tant de conneries.